s'agit d'une question très débattue depuis à peu près un siècle, je dirais. On peut définir un créole d'une façon générale comme une langue de contact développée dans des situations extrêmes où une communauté doit développer un moyen de communication interethnique dans un temps plutôt réduit. Normalement, on a des langues, une langue dominante et des langues qui ont moins de prestige dans ce scénario. Et les langues dominantes, normalement, donnent les lexiques, et les autres langues, ou l'autre langue qui n'est pas dominante, donne la structure, la syntaxe. Donc, langue lexificatrice, langue de substrat, tout ça sont des concepts clés dans le processus de la créolisation. Et c'est comme ça qu'on peut définir une langue créole. Donc, les créoles capverdiennes est né du contact entre les Portugais et les langues africaines parlées par des esclaves, surtout les Wolof, le Mandinka et les Temne. Les îles du Cap-Vert ont été découvertes par des navigateurs portugais en 1460. Il n'y avait pas de population, selon les données historiques. Donc les Européens sont venus et aussi ils ont ramené des esclaves. Donc de nouvelles stratégies ont été mises en place et là il y a eu des processus de créolisation où les esclaves ont pris ce qu'ils avaient à disposition, des mots portugais avec la structure linguistique qu'ils avaient en tête de leur propre langue. Ils ont créé une nouvelle langue qui a dedans des traces de différentes langues qui ont joué un rôle dans sa formation. Satabascola, je suis en train d'aller à l'école. On a les pronoms personnels première personne, c'est plutôt un son nasal. Pour ce pronom, par exemple, l'étymologie est mandinka, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a les mêmes pronoms. Donc, sata, c'est un morphème verbal qui donne les valeurs de progressif, qui vient du portugais estar, mais ça se comporte comme le morphème verbal des langues africaines. Après, on a le verbe vai, qui vient de troisième personne singulier du portugais présent, vai. Et on a escola, qui ça vient du portugais escola. Dans cette phrase, on a un pronom d'étymologie africaine, on a des mots, des verbes et des mots d'étymologie portugaise. Mais après, la structure de la phrase, c'est, on peut dire, un peu calqué des langues africaines parce que les créoles, ce n'est pas une variété de portugais, c'est une nouvelle langue qui a dedans des traces de portugais, mais aussi des langues africaines comme les Wolof, les Mandinka et les Temne surtout, qui c'était les langues plus prestigieuses entre les langues africaines qui étaient sur place. Le contexte socio-historique est fondamental pour évaluer l'émergence des langues créoles en diachronie. C'est le cas, par exemple, des créoles arabes sur lesquels je travaille, comme l'arabe de Djouba qui est parlé au Soudan du Sud. Normalement, la communauté qui parle la langue dite lexificatrice est la communauté socialement, économiquement dominante dans les contextes d'émergence d'un créole. Donc, dans le cas de l'arabe de Djouba, les arabophones, même si minoritaires, étaient les esclavagistes, en fait, tandis que la majorité des locuteurs du pidgin, c'était les esclaves. Et ça se reflète aussi dans la langue, parce que quand on vient à l'analyse de la morphologie verbale en arabe djouba, par exemple, on s'aperçoit assez vite que la plupart des verbes dérivent des impératifs. C'était des ordres donnés des esclavagistes aux esclaves, et cela a donné la forme de lexification pour les verbes dans les créoles. Et donc c'est lié au contexte socio-historique de contact, par exemple. L'arabe de Djouba, actuellement, c'est la langue la plus parlée au Soudan du Sud. Cependant, il n'a aucun statut officiel, n'est pas reconnu par l'État. À la suite d'une réaction idéologique aux politiques d'arabisation du pré-indépendance du Soudan du Sud. Donc l'État considère les créoles comme une forme d'arabe et donc pas digne d'être standardisé et intégré dans les systèmes d'éducation formelle du Soudan du Sud. Tandis que les langues dites indigènes, donc un certain nombre de langues dites indigènes parlées au Soudan du Sud sont intégrées dans les systèmes scolaires du pays.
De façon informelle, oui. Bien sûr que les gens sont très fiers de la culture, de la langue, de tous. Mais après, quand il s'agit au niveau académique, scientifique, on pense jamais à ça parce que toujours la langue de l'école, c'est le portugais. Donc, personne ne pense que c'est normal d'étudier les créoles, de faire une thèse sur les créoles. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça, surtout dans un petit village, à la campagne. Donc, à mon avis, c'est normal qu'ils continuent à avoir ces idées, mais il faut expliquer et déconstruire. Des gens qui affirment que les langues créoles sont tout à fait les systèmes grammaticaux les plus simples dans le monde sur la base de 3 ou 4 caractéristiques telles que l'absence de ton ou bien la morphologie isolante, etc. Si on va regarder dans les détails, on trouve toujours l'exception à la règle des créoles en tant que langue simple, donc ça veut dire qu'en fait, ça ne peut pas être généralisé de cette façon. La langue aussi, ça peut aider à clarifier certains aspects de l'histoire. Comment on sait que c'était les esclaves qui ont arrivé au Cap-Vert sont venus de la zone où aujourd'hui c'est la Sierra Leone, Mali et Sénégal? Parce qu'on voit ça dans la langue. C'est pas possible que ça soit dans la langue s'ils n'étaient pas là, sur place. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout parce qu'il y a beaucoup d'idées préjugées sur les créoles. Et je pense que la meilleure façon de montrer la vérité, c'est avec des données scientifiques.